Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais me pencher sur l'action Total Energy, une des actions préférées des Français. Bon voilà, avec un nouveau micro, désolé pour la dernière vidéo, le son était assez mauvais. Alors avant d'aller plus loin, je vous rappelle que je suis un simple amateur qui m'intéresse à l'investissement boursier, donc la vidéo qui va suivre n'est pas celle d'un professionnel et ne constitue pas un conseil en investissement. Donc, selon le plan habituel, on dira juste un mot sur le contexte, puisque comme vous le savez, il s'agit d'une entreprise qui produit du pétrole et donc le prix et le pétrole est un élément fondamental pour cette entreprise. Donc un petit mot sur l'énergie. Donc dans l'histoire de la production d'énergie, plusieurs sources d'énergie primaire se sont rajoutées dans le temps. Vous voyez qu'il y a une augmentation exponentielle de la consommation de l'énergie et on voit bien clairement que chaque fois qu'il y a une nouvelle énergie qui est arrivée, elle n'a pas remplacé la précédente, mais c'est simplement surajouté. Pour l'instant, il n'y a pas eu véritablement de substitution. Encore aujourd'hui, dans notre monde moderne, on voit que en termes d'énergie primaire, lorsqu'on regarde le gaz, le charbon et le pétrole, ça représente quasiment les 3/4 d'énergie primaire et le reste est une partie relativement minime. Donc on est encore loin d'être passé au tout énergie renouvelable. Un élément fondamental, c'est qu'il existe une forte corrélation entre PIB et consommation d'énergie. En quelque sorte, l'économie et le PIB, c'est tout simplement le reflet de notre consommation d'énergie, puisque tout simplement un produit ou un service, ce n'est que de l'énergie transformée. Il y a même certaines thèses qui expliquent l'explosion de notre niveau de vie par la découverte d'énergie abondante et que c'est même qu'il y a même une relation de cause à effet au-delà de l'effet corrélatif. Voilà, je vous invite à vous intéresser à Jean Covici notamment, qui est un des partisans ou en tout cas qui soulève cette thèse. Un autre élément très important à garder en tête, c'est qu'un puits de pétrole s'épuise avec le temps et donc le pic de production de chaque puits est décroissant. Donc pour maintenir un niveau de production de pétrole constant, cela nécessite des réinvestissements constants. Or ces dernières années, notamment du fait d'un prix du pétrole bas, les grosses entreprises ont, comme vous le voyez sur le graphique, sous-investi dans l'appareil productif. Donc on se retrouve actuellement dans une situation où depuis environ 4 à 5 ans, globalement, le monde a investi seulement aux 2/3 de ce qu'il devrait faire pour maintenir la capacité de production à ce qu'elle était avant. Or, comme vous le voyez sur le graphique de droite, il n'est pas encore tout à fait acté que le pic de demande est derrière nous en fonction des différents scénarios. Bon, j'irai pas plus loin là-dessus, mais ce qui est clair, c'est qu'on ne va pas voir dans la décennie à venir un effondrement de la consommation de pétrole. Peut-être dans un scénario optimiste, nous serons sur une stabilisation ou une très légère diminution. Ensuite, si on doit simplifier le marché du pétrole au maximum, donc il existe une forte corrélation entre disponibilité de l'énergie, notamment pas chère comme le pétrole, et le PIB. Il y a clairement une élasticité de la demande puisque actuellement il n'y a aucune économie qui n'est pas totalement dépendante au pétrole. On est dans un contexte de fort sous-investissement ces dernières années qui amène une asymétrie entre les besoins qui sont quasiment revenus au niveau pré-pandémique et un appareil productif qui n'est plus du tout dimensionné pour cela. Là, je ne parle même pas de la crise actuelle en Ukraine. Donc, il existe donc dans cette situation un scénario où le pétrole serait élevé de manière durable. Alors, la question, c'est à quel niveau aussi. Bien évidemment, il y a un effet contre-productif de cela, puisque un baril élevé a un effet destructif sur la demande et un effet récessif, élément dont on parle beaucoup actuellement. Alors, la question, c'est à quel niveau celui-ci a un effet récessif.
Bon, c'est sans doute des débats d'experts. Moi, je retiens le chiffre de 120 $ le baril. À ce niveau-là, on a clairement un effet récessif, mais ça veut dire que sur un prix du pétrole à 80 ou 100 $, on n'aurait peut-être pas forcément cet effet récessif. Et pour les raisons que je vous ai expliquées précédemment, ce prix pourrait être durablement élevé. Donc, il y a, selon moi, un scénario du baril, du pétrole qui pourrait être relativement élevé de manière assez durable et de manière conjointe, chose que je n'ai pas développée ici, la thèse, ou en tout cas pour la transition énergétique, de la nécessité du gaz comme énergie de transition pour la décennie et un peu plus que ça à venir. Pour tout cela, je vous invite pour ceux qui ne le connaissent pas, à regarder les vidéos ou lire les bouquins, ou ce qui est reste pas mal, la BD de Jean Covici, qui développe bien mieux que moi tous ces thèmes-là et qui l'explique extrêmement bien. Par ailleurs, il y a aussi le concept. Alors je ne sais pas quelle est la solidité de tel concept, mais le concept des super cycles des commodities, et que les cycles économiques évolueraient selon de grands cycles, notamment sur les matières premières, et que la crise 2020 était clairement, comme vous le voyez sur le graphique, vous avez un ratio commodities-equities qui était effondré, et qu'on pourrait observer dans la décennie à venir une inversion de cela, et donc peut-être la décennie à venir serait la décennie des commodities, comme l'avait été d'autres décennies préalablement. Donc c'est toute la question au-delà de l'effet Ukraine. Alors maintenant, on va se pencher un peu plus sur l'entreprise. Bon, bien sûr, c'est une entreprise française, enfin européenne maintenant, bon, qui est éligible au PEA, c'est une méga cap, c'est un peu plus de 120 milliards d'euros de capitalisation. C'est une méga cap. Si on la classe selon Peter Lynch, c'est une cyclique, et elle officie dans le secteur pétrolier. Alors son business model est réparti en différents secteurs. Donc en termes de résultats opérationnels nets pour 2021, vous avez plus de 50% qui est l'exploration et la production de pétrole et de gaz, 30% qui est la production d'énergie, gaz, énergie renouvelable, etc. Un peu moins de 10% qui est du raffinage de la chimie, et puis 8% marketing et services, et c'est notamment les stations-service. Bon, peu importe, je vous ai mis la rentabilité opérationnelle de chacun de ces secteurs, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que actuellement, l'entreprise reste quand même, les résultats sont essentiellement drivés par l'exploitation et la production de pétrole. Bon, en termes de géographie, on voit que marché US et Europe, Moyen-Orient représentent plus des 3/4 de son chiffre d'affaires. Voilà pour la répartition géographique. Alors un petit mot sur les énergies renouvelables. Vous savez que Total est devenu Total Énergie du fait de cette diversification de multi-énergie, et donc ce qu'il met beaucoup en avant actuellement. Bon, c'est juste pour avoir un niveau de comparaison. Donc actuellement vous avez 10 gigawatts d'installés, avec au rythme actuel d'environ 6 gigawatts par an, devrait arriver autour de 35 gigawatts. En tout cas, c'est les objectifs annoncés pour 2025. Voilà. À titre de comparaison, un pure player comme Neoen, c'est 5 gigawatts installés, objectif 10 gigawatts en 2025, pour une capitalisation au moment où j'enregistre la vidéo, c'est-à-dire en juin 2022, de 4 milliards d'euros environ. Donc on voit que même si pour Total Energy, ça reste une part minime pour l'instant de ses résultats, on voit que son cash, enfin on le reverra plus tard, mais en tout cas que son cash lui permet d'investir de manière massive dans les installations, et de devenir là aussi un producteur important d'énergie renouvelable, en comparaison d'entreprises plus modestes, tout simplement du fait des capacités financières de Total. Alors, un petit mot sur l'analyse fondamentale. Bon, c'est une cyclique, donc le chiffre d'affaires ainsi que le résultat est très variable. Depuis la crise Covid, où le résultat était passé en négatif, on a vu un rebond du prix du baril, et donc
de son résultat net en 2021 qui était très bon, et probablement des résultats 2022 attendus encore meilleurs. Bon, alors j'ai trouvé 250 milliards d'attendus pour 2022 contre 200 milliards en 2021, et un résultat net de 28 milliards de dollars contre 16 en 2021, donc sans doute une explosion des résultats pour 2022, même si le baril n'explose pas à la hausse. Bon, de manière conjointe, vous avez un résultat net par action qui a bien rebondi en 2021. Voilà, je détaille pas plus. Alors, élément plus important, Total Energy mène une politique de CAPEX maîtrisée d'environ 10 à 15 milliards de dollars par an, en tout cas affiché, et ce CAPEX se répartit pour moitié dans le maintien de la production de pétrole, un quart dans le développement des énergies renouvelables, et un petit quart dans le développement du LNG et du gaz. Donc en termes de production d'énergie, on voit clairement que pour l'instant c'est plutôt un maintien de la production. Alors là c'est en pentajoules, bon peu importe, globalement maintient la production en termes de production de pétrole, que la décennie 2020-2035 sera celle du gaz, et donc joue cette carte là et amorce un virage dans le renouvelable. Voilà en tout cas pour la stratégie de CAPEX de Total. Alors depuis les années 2015, on voit que les majors pétrolières ont mis en place des politiques de baisse des coûts de production du baril, et donc ce que met souvent Patrick Pouyanné en avant, c'est que c'est Total Energy qui a le coût de production le plus faible des majors, donc ce qui est mis en évidence sur le graphique à votre gauche, et donc qui lui permet d'avoir des performances financières, notamment un retour sur equity qui semble être meilleur que ses concurrentes. Alors en termes d'allocation du cash flow, donc comme on l'a vu précédemment, il y a environ 13 milliards en tout cas en 2021 qui a été orienté vers le CAPEX, je ne reviens pas dessus, 8 milliards qui est orienté vers le paiement des dividendes, 1,5 milliard de rachat d'actions, et puis le résiduel en réduction de dette. Et avec une politique affichée qu'en cas de futur cash flow positif, ce surplus sera investi en rachat d'actions. Bon, en termes de profitabilité, la marge brute est à 35%, la marge nette un peu plus de 8%, le ROE à 17% pour les résultats de l'année 2021 qui sont bons du fait du prix du baril qui s'est bien rehaussé. Bien sûr, le prix du baril joue sur un effet de levier, joue comme un effet de levier sur la profitabilité de l'entreprise. Donc c'est un élément fondamental pour comprendre cette entreprise. Le point mort de Total, c'est 25 $, par baril. Donc c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, l'entreprise ne fait pas de bénéfice. Au-dessus, elle arrive à dégager un cash flow opérationnel positif. Grosso modo, plus le baril augmente et plus vous allez avoir un effet de levier sur le cash flow opérationnel positif, comme vous le voyez sur le graphique de gauche. Donc pour un baril supérieur à 50 $, ce qui paraît tout à fait envisageable en l'état actuel des choses, de manière durable, vous avez un free cash flow qui est à plus de 5 milliards par an. Bon, je me pose toujours la question de savoir si l'entreprise qu'on analyse elle a un moat. Bien évidemment que pour une entreprise comme celle-ci, il n'y en a pas. On pourrait éventuellement discuter une petite efficience opérationnelle du fait du coût de production la plus faible des majors, mais ça serait sans compter la concurrence des entreprises nationales, et notamment des entreprises comme Saoudia, Aramco, qui ont un coût de production du baril de pétrole qui est encore un cran en dessous, donc aucun moat pour ce type d'entreprise. En termes de bilan, là aussi,
plus les cash flows sont positifs et plus l'entreprise se désendette. Et donc on a un leverage qui a bien baissé en 2021 et qui devrait continuer à baisser en 2022 au vu des prix du baril et des résultats attendus. En termes de valorisation, le PER est de 8, le price to book 1,2 et le price to free cash flow pour les résultats de l'année 2021 au cours actuel est de seulement 9. Alors en termes de retour pour l'actionnaire, donc comme vous le savez, il s'agit d'une entreprise qui offre un dividende trimestriel à croissance constant, globalement constant, et un rendement supérieur à 6%. Donc la distribution du dividende a un taux de croissance de 1,5% par an. Au vu des résultats actuels, le payout ratio est à 45% sur les résultats nets et à 58% sur le free cash flow. En termes de nombre d'actions, élément que je regarde toujours, il y a un effet dilutif malheureusement sur les dernières années avec un nombre d'actions qui augmente d'environ 1,5% par an, mais avec une politique agressive de rachat d'actions commencée en 2021 et probablement qui va se prolonger ou voire s'amplifier sur l'année 2022 comme je vous l'ai dit précédemment, puisque tout le free cash flow résiduel sera a priori réinvesti dans le rachat d'actions et donc on pourrait avoir un petit effet relutif pour l'année 2022 2021-2022 en tout cas. Alors un petit mot d'analyse technique. La représentation graphique en données hebdo. Donc on voit que Total Energy est dans un canal haussier, qu'elle est passée au-dessus de sa moyenne mobile de 200 périodes. On voit qu'il y a clairement une résistance à la hausse avec ses plus hauts qui précédaient depuis un peu avant 2019, qui est revenu toucher récemment, mais qui reste pour l'instant dans son canal haussier. Voilà, j'ai mis un seuil autour de 45 là qui me paraît un petit peu technique important aussi. Voilà, en tout cas elle est haussière sur du moyen terme, mais comme toutes les cycliques, la question c'est plutôt de l'acheter bas et d'essayer de la revendre haut. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Bon, pour conclure, alors maintenant on va voir ma checklist. Donc est-ce que je comprends le business model? Bon, le marché du pétrole est un marché extrêmement compliqué, rempli de spécialistes qui n'arrivent pas à prédire le cours du pétrole à 3 mois. Donc il faut être réaliste, ça reste un petit peu compliqué pour un investisseur particulier d'en tenir tous les tenants et les aboutissants. Même si on a vu notamment en 2020 et période sur laquelle j'ai pas mal investi dans Total, il me semble une vraie anomalie de marché, comme on l'a vu au tout début, le marché du pétrole en tout cas le pétrole reste indispensable pour nos sociétés actuelles. Et lorsqu'on a vu des prix négatifs sur les futurs, bon peu importe, mais où le pétrole est resté bas pendant longtemps, on voit bien qu'il y a là des incohérences sur le marché, et ce qui nous a permis à pas mal d'entre nous de faire quelques emplettes, notamment à moi. Alors est-ce que le business sera là toujours dans 10 ans? C'est évident. Je suis consommateur des produits comme toutes les personnes sur cette planète. Il n'y a aucun motte pour cette entreprise. Clairement, il y a une réserve de croissance, que ce soit sur le gaz ou si le pétrole reste durablement élevé. Toute la question, c'est est-ce que Total, où est-ce qu'il en est de son cycle? Donc est-ce qu'on est actuellement en haut de cycle? Est-ce qu'il faut commencer à s'en débarrasser? C'est ce que prévoient certains avec l'effet récessif des cours du pétrole haut, ou est-ce qu'au contraire on est sur un super cycle des commodities et avec un prix du pétrole qui pourrait rester durablement élevé, alors peut-être pas à $100 mais durablement élevé aux 60-80 $, ce qui serait extrêmement bénéfique pour une entreprise comme Total.
et qui pourrait s'expliquer tout simplement par l'inélasticité de la demande et du sous-investissement massif de ces dernières années. Je mets là de côté les tensions internationales actuelles. Bon, c'est pas une entreprise en croissance, c'est une cyclique. Actuellement, la marge est en augmentation du fait de l'augmentation du prix du pétrole. Le ROE, le ROIC est en augmentation et devient bon au vu des prix du baril du pétrole actuel. Idem pour le free cash flow. Bon, l'equity, je passe parce que c'est compliqué pour les entreprises pétrolières. Le bilan, il s'améliore de manière parallèle, là aussi, au vu des résultats excellents en 2021 et qui seront probablement aussi excellents, voire meilleurs en 2022. On aura en plus peut-être un effet relutif pour l'actionnaire, comme je vous disais, puisque tout ce free cash flow qui va être massif en 2022 sera sans doute consacré à des rachats d'actions importants. Actuellement, la valorisation reste raisonnable au prix du baril actuel. Toute la question, c'est dans quel niveau de cycle nous sommes. Mais même pour un prix du baril plus bas, le prix actuel de Total reste relativement bon marché. Bien évidemment, si les perspectives de croissance et les prix du baril venaient à s'effondrer, croissance mondiale, les prix du baril venaient à s'effondrer, bien évidemment, le prix actuel la valorisation actuelle serait élevée. Vous avez quand même au prix actuel du marché et au vu des résultats de 2021 qui sont sans doute en dessous des résultats de 2022, un free cash flow yield qui est quand même nettement supérieur à 10%, ce qui reste tout à fait raisonnable pour une entreprise. J'y reviens à chaque fois, mais toute la clé, c'est à quel niveau de cycle nous sommes pour ce type d'entreprise. Et donc, si nous sommes en haut cycle, c'est cher. Si nous sommes qu'au début ou si c'est la situation actuelle va perdurer plusieurs années, c'est pas cher du tout. Bon, un mot sur ma position. Donc moi, je suis actionnaire de Total Energy. J'ai 67 actions pour un PRU d'environ 36,50 €. J'avais une petite position avant la crise Covid et que j'ai pas mal renforcée. Alors, on va être honnête, pas au plus bas, mais quand le prix était autour de 30 € par action. Voilà, donc actuellement, je suis assez satisfait de mon exposition au secteur pétrolier vis-à-vis de la taille de mon portefeuille. C'est à peu près 10%. J'ai de manière accessoire un rendement sur mon PRU qui est supérieur à 7%, ce qui est tout à fait confortable. Et c'est une position puisque je joue le scénario d'un prix du pétrole qui pourrait être durablement élevé, alors peut-être pas aussi élevé, mais élevé. Et donc c'est une position que je souhaite conserver lorsque je joue scénario. Alors c'est une idée que j'ai piquée à je ne sais plus qui, mais que je trouve assez intéressant. C'est l'idée de faire comme lorsqu'on fait de l'analyse technique, mais là pour nous, pour l'analyse fondamentale, d'avoir des stop-loss. C'est-à-dire qu'on joue un scénario et c'est dans quelle situation je vais invalider mon scénario d'analyse fondamentale qui me pousserait à couper ma ligne de Total. Il y a un des scénarios où le prix du baril détruit la demande et avec un effet récessif sur l'économie mondiale. Si celui-ci était au-dessus de 120 $, 140 $, 150 $, pourquoi pas. À ce moment-là, on pourrait imaginer qu'on est en haut de cycle et il faudrait se débarrasser de Total pour y rentrer que plus tard. Donc voilà, après ce que j'ai mis en chiffres, c'est ce que j'estime en termes de probabilité. Alors bien sûr, c'est pas des mathématiques, c'est à vue de nez, mais globalement, voilà, ce scénario, je l'estime assez probable. Donc un deuxième scénario qui invaliderait ma position, c'est un effondrement de la demande du fait d'une transition énergétique très poussée. Ce scénario est selon moi extrêmement improbable. Donc voilà. Un des éléments spécifiques à l'entreprise, c'est s'il y avait un scandale écologique, politique, donc une marée noire, un scandale de collusion dans tel ou tel pays d'Afrique ou autre. Donc cette probabilité est élevée et pourrait entraîner et pourrait être destructif en termes de capitaux pour l'entreprise. Donc à ce moment-là, si un tel scandale arriverait, il faudrait rapidement se séparer sans doute des actions. Et la question à laquelle je ne sais pas répondre,
et qui est d'actualité, c'est l'effet pour Total de la perte de ses actifs en Russie. Même si cela semble économiquement acceptable pour une entreprise comme Total, si elle devait se faire exclure de ses actifs russes, qu'en serait-il de ses résultats opérationnels malgré la perte de cela? Je ne sais pas l'analyser. En tout cas, cela aurait clairement un effet sur les perspectives de l'entreprise. Voilà, c'est tout pour cette analyse. À bientôt.